Alors, Madame Koumba, vous venez là de suivre le président français Emmanuel Macron. Sans la France, le Burkina Faso, le Niger et le Mali n'existeraient plus. Oui, oui, tout à fait. Macron est soit amnésique, soit c'est un révisionniste. Parce que par deux fois, la France, pour se sortir des griffes de l'Allemagne, a fait appel au monde entier. Tout le monde se rappelle de l'appel de Brazzaville. L'appel de Brazzaville qui a été un succès contrairement à celui de Londres. Et finalement, les tirailleurs sénégalais qui sont allés par milliers ont été utilisés comme des chairs à canon. Et la Vous êtes en Deuxième train de Guerre dire, mondiale. Madame Koumba, vous êtes en train de nous dire que finalement c'est l'inverse. Donc, sans les Africains, la France n'existerait pas. C'est ça? Alors, certainement pas. La France n'existerait plus. Et aujourd'hui, ce n'est pas le monde entier qui a volé au secours du Sahel. Parce que, nonobstant le fait que, en 2012, la France a fait mine de venir sauver le Mali des griffes des djihadistes et autres rebelles, la France a juste obligé Dioncounda Traoré, le président de la transition de 2012, à signer une deuxième lettre. Et de cette façon, la France a pu envahir le Mali. Et tout le monde sait ce qui s'en est suivi. Après la Libye, le Mali a été l'épicentre de la violence. Et finalement, la contagion s'est faite. Et aujourd'hui, même le golfe de Guinée est touché par ce qu'on peut appeler le terrorisme fabriqué de toutes pièces par la même France. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur Télar TV, Télé Renaissance, la renaissance de l'Afrique. Avec moi sur ce plateau, Madame Koumba Yarissi. Bonjour. Bonjour, bonjour Christian, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être avec nous sur Téler TV. Vous êtes membre du Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP du Mali. Le Mali qui est en pleine reconquête de Kidal, où l'armée n'avait plus jamais mis pied depuis 2012. Le Mali, c'est aussi le report de l'élection présidentielle qui était prévue en février 2024. Le Mali, enfin, c'est le départ amorcé de la MINUSMA qui doit être effectif au plus tard décembre 2023. On en parle aujourd'hui, mais bien avant, je vais vous proposer de suivre cet extrait de discours du président français Emmanuel Macron devant des ambassadeurs. C'était à l'occasion de la conférence annuelle des ambassadeurs le 28 août 2023 à l'Élysée. Et on reviendra sur le plateau pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Suivez. Je le dis avec beaucoup de force parce que si on l'oublie aujourd'hui et si on cède aux arguments inadmissibles de cette alliance baroque des prétendus panafricains avec les néo-impérialistes, on vit chez les fous. La France est intervenue dès 2013 parce que des États nous ont demandé d'intervenir parce qu'ils étaient en train d'être simplement coupés en deux. Si la France n'était pas intervenue, si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, si Serval puis Barkhane n'avaient pas été décidés, nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces États n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales. Alors, Madame Koumba, vous venez là de suivre le président français Emmanuel Macron. Sans la France, le Burkina Faso, le Niger et le Mali n'existeraient plus. Oui, oui, tout à fait. Macron est soit amnésique, soit
c'est un révisionniste. Parce que par deux fois, la France, pour se sortir des griffes de l'Allemagne, a fait appel au monde entier. Tout le monde se rappelle de l'appel de Brazzaville. L'appel de Brazzaville qui a été un succès contrairement à celui de Londres. Et finalement, les tirailleurs sénégalais qui sont allés par milliers ont été utilisés comme des chairs à canon. Et la Vous êtes en Deuxième train de Guerre dire, mondiale, Madame Kumba, vous êtes en train de nous dire que finalement c'est l'inverse. Donc, sans les Africains, la France n'existerait pas. C'est ça. alors certainement pas. La France n'existerait plus. Et aujourd'hui, ce n'est pas le monde entier qui a volé au secours du Sahel. Parce que, nonobstant le fait que, en 2012, la France a fait mine de venir sauver le Mali des griffes des djihadistes et autres rebelles, la France a juste obligé Dioncounda Traoré, le président de la transition de 2012, à signer une deuxième lettre. Et de cette façon, la France a pu envahir le Mali. Et tout le monde sait ce qui s'en est suivi. Après la Libye, le Mali a été l'épicentre de la violence. Et finalement, la contagion s'est faite. Et aujourd'hui, même le golfe de Guinée est touché par ce qu'on peut appeler le terrorisme fabriqué de toutes pièces par la même France. Donc, Pardon, Madame Kumba, on peut penser que finalement, c'est un sentiment de culpabilité qui a poussé la France à venir au secours du Mali, parce que, comme vous le rappelez tout à l'heure, c'est le désordre qui a été créé en Libye. Voilà. Le fait d'avoir détruit la Libye, parce que tout le monde le sait aujourd'hui, c'était une affaire privée de Sarkozy qui a entraîné d'ailleurs les États-Unis et Barack Obama. Ils sont morts d'ailleurs les doigts. Et donc, on peut penser que c'est ce sentiment de culpabilité qui, finalement, a poussé la France à venir en aide au Mali. culpabilité tout au long de l'histoire de la France et de ses colonies et ou ex-colonies, c'est selon. Parce que le voyage historique que son prédécesseur Hollande a effectué au Mali, Hollande même a dit que c'était le plus beau jour de sa vie. Et Hollande a martelé que la France avait une dette de sang vis-à-vis de l'Afrique, et particulièrement du Mali à cette époque-là. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Une dette de sang à cause de tout ce que les tirailleurs sénégalais ont fait pour la France pendant les deux guerres mondiales. Et tout le monde sait que Tcharoy a été un épisode sinistre dans l'histoire des relations entre la France et ses colonies. Les gens qui ont été tués, abattus froidement pour avoir simplement demandé leur dû. Et d'ailleurs, ces mêmes tirailleurs, il y en a, la plupart sont morts avant d'être rétablis dans leurs droits. Ça a été fait de manière hypocrite il y a juste quelques années. Et encore, c'était juste de la poudre aux yeux. Et Alors, donc, Madame Koumba ici, selon certains médias étrangers, particulièrement français, la situation sécuritaire du Mali se serait dégradée depuis que les troupes françaises ont été chassées, bien sûr, du Mali. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, il revient souvent pour dire que finalement, les djihadistes multiplieraient les attaques. La rébellion Touareg a repris donc les armes. Qu'en dites-vous? Sinon, quelle est la situation sécuritaire actuellement au Mali?
nous savons très bien que la situation est délétère. Il y a des morts, beaucoup de morts du côté des djihadistes, mais une des explications a été trouvée à cause des avancées que l'armée malienne est en train d'effectuer. Anefis aujourd'hui est dans le giron du Mali. Anefis est en région de Kidal. Donc finalement, l'armée régulière est déjà dans la région de Kidal. Et il a été dit très souvent que les djihadistes se finançaient avec l'or. Au Mali, il y a 2 mines d'or. Au Niger, on a trouvé aussi de l'or, toujours au nord des 2 pays. Et la mine d'or qui se trouve pas très loin de Gao est vaste de plusieurs kilomètres. Et en dehors des citoyens des 3 zones, de la zone des 3 frontières, il y a également des Ghanéens, même des Soudanais, des Tchadiens. Et donc, c'est à peu près l'Afrique en miniature qu'on retrouve là-bas. Et ce sont les djihadistes, les rebelles, donc les djihadistes qui contrôlaient cette mine d'or. Et à côté de ce qui se passait ici, il y a d'autres activités connexes de banditisme. Et là, nous avons compris que finalement, il a été découvert que ceux qui venaient chercher fortune là-bas étaient aussi embrigadés par les djihadistes, par les rebelles. Pardon, Madame Koumba, lorsque vous parlez des djihadistes, lorsque vous parlez des rebelles, à quoi faites-vous allusion? Ce sont les groupes CSP, signataires c'est-à-dire le cadre stratégique permanent ou bien? permanents, surtout Kidal, ceux qui ont pris Kidal, parce que avant 2014, l'armée malienne était partout. Quoique coupée en deux, l'armée était partout. Mais c'est après la visite forcée de Moussa Joseph Mara que Kidal a échappé au Mali. Parce que tout le monde a déconseillé à Moussa Mara de ne pas aller à Kidal. Son prédécesseur d'ailleurs, Oumar Tatamli, avait voulu effectuer une visite à Kidal, mais quand on le lui a fortement déconseillé, il s'est replié. Il n'est plus allé à Kidal. Lui n'était pas un politique, mais Moussa Mara, qui était chef de parti, pensait avoir un gain politique parce que si jamais ça avait marché, il serait entré dans l'histoire. Malheureusement, il est entré dans l'histoire par la petite porte de manière sinistre. Et donc, quand Kidal a échappé au contrôle du Mali, donc toute la région, y compris Anefis, parce que depuis 10 ans, l'armée n'a pas mis les pieds à Anefis, donc dans la région de Kidal. Et lorsque Finalement, l'armée arrive, pardon, lorsque l'armée arrive à Anéfi, comme vous êtes en train de le dire, curieusement, le cadre stratégique permanent, donc le CSP, considère cela comme une violation de l'accord de paix signé en 2015. Comment expliquer ça? ben oui, l'accord de paix, en fait, pour le Mali, ça a été une camisole de force. Il y a des ministres ou d'anciens ministres de Ibrahim Boubacar Keïta qui l'ont dit, qui l'ont attesté. Et quand il s'est agi de signer le cessez-le-feu, par exemple, après la visite de Moussa Mara, c'est le Mauritanien qui a pris l'avion et qui est venu. Il n'est même pas passé par Bamako. Il est allé directement à Kidal et a trouvé un cessez-le-feu.
Et aujourd'hui, le CSP est fissuré. Tous ceux qui veulent rester dans la République se sont désengagés et ne reconnaissent plus ce que la vision commune qu'ils avaient, celle de préserver les hommes et leurs biens, celle de combattre les djihadistes. Aujourd'hui, c'est clair que c'est la CEMA qui a fait appel, quand elle s'appelait le MNLA, qui avait fait appel aux djihadistes. Et aujourd'hui, elle tend la main aux djihadistes parce que elle a fait son communiqué à la barbe de la communauté internationale disant qu'elle déclarait la guerre au Mali. Donc aujourd'hui, c'est clair, tout le monde sait qui est qui en réalité. Parce que ce sont eux qui sont entrés en guerre. Quand quand ça a été acté que l'amunissement devait partir du Mali à la fin de l'année, il a été dit que toutes les emprises occupées par l'amunissement, je crois qu'elles sont au nombre de 12, seront rétrocédées à la République. Parce que nulle part dans l'accord, il n'est prévu qu'on pouvait mettre en équation de simples rebelles, de simples djihadistes avec la République. Et donc, eux, ils sortent même du cadre de l'accord d'Alger quand ils se permettent de réclamer certains camps ou une partie de certains camps. Toute la question est là. Il a été acté au niveau des Nations Unies que tous les camps occupés par l'amunissement seront rétrocédés à la République du Mali. Et puisque eux ne s'appellent pas République du Mali, je ne vois pas pourquoi ce sera le contraire. Et c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Je vous ai parlé de la mine de Gao. Et en fait, l'occupation des camps va mettre fin à toute velléité venant de la CEMA. Parce que toutes les retraites sont coupées. Ils ne pourront plus contrôler les mines d'or. Ils ne pourront plus se livrer à différents trafics illicites. Et ce qui leur reste, c'est de déclarer la guerre, de retourner les armes qu'ils n'ont jamais voulu déposer, alors que l'accord d'Alger avait prévu ça. Et actuellement, quel est donc le niveau d'avancement? Qu'est-ce que ça donne depuis qu'on a lancé donc cette opération de la reconquête de Kidal? C'était, je crois, le 2 octobre dernier. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Qu'est-ce que ça donne? Comme nous l'avons dit là, dans le précédent entretien, ils n'abandonneront pas. L'armée régulière va leur forcer la main parce qu'à Kidal, il y a 24 heures ou 48 heures, ou tout au plus, ils ont essayé encore, ils sont allés dans la provocation parce que à Kidal, par exemple, il y avait l'armée reconstituée qui est composée de la CEMA, des autres groupes signataires et des soldats maliens. Et ils ont commencé leur manœuvre sous l'œil, pas vigilant, mais l'amunissement a fait mine de ne rien voir. Et finalement, je crois que l'amunissement elle-même a dû subir la foudre du Mali parce que après Kidal, il va rester le camp de Gao, entre autres, et le camp de Bamako. L'amunissement occupe toujours ces emprises-là. Et comment se fait-il que la CEMA se permet de séparer les différents groupes qui constituaient l'armée reconstituée
pour servir, comment dire, pour que l'armée et les soldats maliens, les soldats de la plateforme soient utilisés comme des boucliers humains. De cette façon, ils pensent pouvoir faire peur aux soldats ou alors les faire chanter. Et aujourd'hui, ce qui se passe à Kidal n'est pas du tout gai, parce que les femmes sont laissées à leur sort. Les adolescents sont utilisés comme soldats, c'est des enfants soldats qu'ils jettent sur la route, espérant stopper l'armée malienne, ce qui n'est plus possible. Madame Koumbayarichi, lorsqu'on entend dire Serge Daniel que Tombouctou est encerclé, l'armée malienne est encerclée par les djihadistes, je ne sais pas si vous l'avez suivi, qu'est-ce que vous en dites? Bon, Serge Daniel est franco-bénino-malien. Il a la nationalité malienne, Serge. Et Serge, ses sources, moi je ne les connais pas. Je ne connais pas ses sources, mais ce que Serge ne signale pas, c'est que tout le monde sait que depuis que l'armée est arrivée à Tombouctou, on est entré dans le dur, dans le vif du sujet. Parce que Anefis fait partie, une partie d'Anefis servait de base arrière et de tout ce que vous voulez, toutes sortes de trafics. Et de Tombouctou, il faut aller à Kidal. Nos militaires ont dû guerroyer très fortement pour prendre Anefis. Donc, quand il dit que l'armée est encerclée, peut-être qu'il fait allusion aux tentatives de la SEMA à Kidal. Or, ça a été réglé. La MINUSMA étant là pour s'interposer entre guillemets, la MINUSMA a la responsabilité de prendre soin des soldats qui n'avaient pas la possibilité de se mouvoir dans Kidal. À plus forte raison, dans la région. Mais ces problèmes sont déjà réglés. Je ne sais pas ce qu'il appelle encercler. Je ne vois pas comment la SEMA peut encercler de vrais soldats qui ont des armes. Bon, il a ses sources, lui-même a ses connexions, parce que Serge a publié quand même des articles et même des ouvrages sur le Nord. Il a ses connexions, mais moi, je ne me fie qu'à ce que l'armée malienne me dit, ce que l'État nous dit. Et chaque soir, au cours du journal de 20 heures, on nous fait état de la situation. Merci, Madame Koumba. Alors, passons donc au report de l'élection présidentielle au Mali, qui était d'ailleurs prévu pour février 2024. Et ici, les raisons évoquées, sont les raisons techniques. Alors, quelle est donc la posture de la classe politique face à ce report? Qu'est-ce que ça donne dans le milieu politique? Je parle ici des opposants. Oui. Moi, ce qui me pose problème, c'est cette question d'opposants. On s'oppose à quoi? On exerce sa politique quand? La démocratie s'exerce dans une république. Est-ce que nous avons l'entièreté de la république? On est en train de reconquérir les camps, donc reconquérir l'intégrité du territoire. Et en réalité, ce qui énerve certains politiciens, c'est d'avoir été privés des financements politiques.
chaque année, c'est de n'avoir pas été appelé, c'est de n'avoir pas été consulté, c'est de n'avoir pas été considéré, entre guillemets, parce que, comme dans les années 60, les étudiants qui étaient à Paris, un peu partout, donnaient de la voix. Et il y en a qui, avant la fin de leurs études, étaient appelés à des postes juteux. Mais ça, c'est terminé. Aujourd'hui, tous les moyens doivent être mis à la disposition de ceux qui se sont engagés pour nous protéger, pour nous sortir de la honte, pour sauver la République. C'est de ça qu'il est question. Parce que, imaginez-vous que de Anéfis et de, je ne sais plus quel point à un autre point, sur 67 kilomètres, ils ont marché. C'était la marche à pied. À cause du relief, à cause des dangers, à cause des mines sur lesquelles ils pouvaient sauter, etc., etc. Alors, même quand on n'a pas d'empathie, même quand on ne connaît pas la compassion, on sait au moins que la liberté est la chose la plus précieuse. Est-ce que sur un territoire occupé, on est libre? Ça, c'est la question que je pose à ces politiciens. En réalité, ils ne savent plus quoi dire parce que tout ce qu'ils disent là n'est assis sur rien du tout. Ils ont demandé une transition civile. Oui, mais donc, avant qu'on arrive là, Madame Koumba Yarissi, ça veut dire que vous êtes en train de dire le Mali est en guerre. La vérité, c'est ça, c'est qu'on est en train de vouloir libérer donc l'entièreté de la totalité du territoire. Et cette bataille, cette guerre contre les djihadistes, s'il faut les appeler comme ça, mais en fait, c'est des terroristes. Après, il faut chercher à savoir pourquoi on les appelle par les djihadistes, est-ce qu'ils existent concrètement? Et donc, vous dites que le Mali est en guerre, il n'y a pas de raison que l'on tienne une élection dans ce contexte-là, c'est ça? Et que la réaction de certains opposants ne se justifie pas. Non, je ne dis pas ça comme ça, parce qu'on n'est pas en guerre. Tu récupères ce qui t'appartenait, en principe, ça ne devrait pas poser problème. Mais c'est la CEMA qui déclare la guerre. La CEMA l'a dit. Elle a écrit noir sur blanc qu'elle déclarait la guerre. Eh bien, si on vous déclare la guerre, vous êtes obligé de la faire, sinon le Mali n'est pas en guerre. Et en ce qui concerne les politiciens, en réalité, le report ne les aime pas du tout. Mais alors, pas du tout, parce qu'à partir du moment où il a été acté que la MINUSMA partait, tout le monde savait que ça ne se ferait pas sans difficulté majeure. Même Alors, mais quelqu'un qui n'est pas comment est-ce que vous interprétez la réaction de l'imam Dicko, qui, en fait, lui d'ailleurs, a prévu, je crois que c'est le 13 octobre prochain, qu'il pense déjà commencer à mener certaines activités patriotiques, c'est ce qu'il a dit, et puis il exige une transition civile. Comment comprendre ça et qu'est-ce qu'il entend? Ce n'est pas lui qui l'exige. Que comprendre par la transition civile? Non, ça n'est pas lui parce que il y a 2 jours, le président du Haut Conseil islamique, le shérif Haïdara, Ousmane Shérif Haïdara, et sa délégation sont allés le trouver chez lui. Il était d'ailleurs sur le départ et personne ne le savait. Parce que depuis qu'on parle de cette sortie, personne n'a entendu Mahmoud Dicko en personne. Il s'agit tout simplement de la CEMAS, qui était un membre du M5 et qui n'est que l'ombre d'elle-même aujourd'hui. 2 pelés, 3 tondus. Et ils se servent
du nom de l'imam, d'après ce que, si on décrypte ce qu'a dit l'imam, l'imam a dit que eux, ils font leurs activités, ils prennent des décisions sans se référer à eux, à lui. Et donc, lui, il n'est pas partie prenante de cette marche. Et d'ailleurs, il va en discuter avec eux et qu'il promet à la délégation qu'il n'y aura rien du tout. Je crois que sans l'intervention, avec ou sans l'intervention du président du Haut Conseil islamique, il n'y aurait rien du tout. Il n'y aurait rien du tout parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a des menaces de tenue de marche, de sortie, etc. etc. Lui-même est sorti il y a quelques mois au centre culturel Ampateba. Il a fait salle comble sans plus. Il a déversé Mais son bile. finalement, qui a demandé la transition civile? Si ce n'est pas l'imam Dicko, donc c'est censé ses partenaires, c'est ça? Moi, je crois que tel que les choses se dessinaient, ils se sont partagés les rôles et il y aurait eu une conjonction entre différents acteurs. Les politiciens, eux, n'osent plus se montrer tellement au Mali. Ce n'est pas parce qu'ils ont peur de la transition ou alors parce que la transition est devenue une dictature. C'est parce que les Maliens ne veulent plus d'eux. Il y a également, parce que là, il y a deux procureurs ou deux anciens procureurs qui ont été radiés de la magistrature parce que menant des activités subversives, politiques et autres, par des déclarations incendiaires, etc., etc. Ça, c'est le côté politique. Il y a aussi la ministre sortante, la ministre de la Femme, la jeune Madame Koulibaly, qui a lancé un appel qui disait qu'il y a des associations de femmes qui l'ont contactée, elle, pour sortir curieusement le même vendredi, arguant que c'était pour soutenir l'armée. Entre ceux qui demandent à soutenir l'armée ou qui prétendent soutenir l'armée, ceux qui demandent une transition civile ou des changements, ils ont parlé au début de gouvernement d'union nationale, ça n'a pas prospéré. Aujourd'hui, ils veulent chasser tous les militaires et prendre leur place. Par quel extraordinaire, je ne sais pas. C'est pourquoi je parle de conjonction, parce que tous devaient marcher le même jour, à la même heure, certainement au même endroit. Nous avons tous suivi l'attitude affichée par le président français, notamment face aux nouvelles autorités de Niamey, où le président Macron disait seul un gouvernement légitime, sinon les autorités légitimes, pouvaient demander le départ de l'ambassadeur français et des troupes françaises. Mais finalement, il venait donc de ravaler, s'il faut le dire, ses propos en acceptant finalement de quitter le Niger. Et je crois que c'est depuis hier que le départ des troupes françaises a été amorcé. Quelles leçons tirer finalement de ce bras de fer qui a opposé Paris à Niamey? Un gâchis. Tout simplement un gâchis, parce que si Macron était mature, si Macron connaissait l'histoire de la France, si Macron savait ce qu'était la France-Afrique, il ne se serait pas ridiculisé à ce point. Macron a péché par son immaturité. Macron a péché par le fait qu'il ne connaît pas les dossiers de la France-Afrique. Il ne sait pas en réalité les liens et le gain que la France a toujours eu
dans ses relations avec l'Afrique. Et c'est pourquoi Macron était devenu arrogant, il ne savait plus quoi dire, chaque matin quelque chose de différent, il menaçait, il a tout essayé et finalement, il broie du noir aujourd'hui, Macron. Il broie du noir parce qu'il n'a gagné sur aucun tableau. Il n'a gagné sur aucun tableau. Il n'a gagné sur aucun tableau. Il a perdu. Et il a perdu et ce n'est pas fini. Parce que même le Tchad, ce n'est pas gagné pour lui parce que ce qui est en train de se passer va faire tache d'huile. Ça va C'est-à-dire, partir du Sahel jusqu'au golfe de Guinée, en passant par le lac Tchad. Il ne va pas remporter cette histoire, pas du tout. Parce que quand on finira de balayer les régimes de ces crocodiles-là, du Congo, du Cameroun, il n'aura que les yeux pour pleurer. Et alors, la France Madame Koumba, sera obligée de oui, revoir allez-y. sa copie. Madame Koumba Yarissi, vous pensez que la perspective d'une invasion militaire du Niger s'est éloignée, c'est ça? C'est maintenant du passé? À mon avis. À mon avis. À mon avis, parce que je ne vois pas comment il va le faire, parce que l'AES qui a été créé ici au Mali, le CNT qui fait office d'Assemblée nationale a ratifié la convention qui lie le Mali au Burkina et au Niger. Et donc, je crois que dans les semaines à venir, il en sera de même au Burkina qu'au Niger. Et le Niger sait que, puisque c'est le dernier à rejoindre, comment dire, le club des rebelles politiques, des rebelles à la, comment dire, à la politique française, le Niger sait que, quoi qu'il arrive, il doit tenir bon et revoir sa façon de faire, la gouvernance et tout le reste. Parce que maintenant, l'Amérique a été obligée de reconnaître qu'il y a eu coup d'État au Niger. Et l'aide, le Niger a perdu plus de 400 millions de De dollars, dollars, oui. mais avec les mines d'or qu'on va récupérer, et avec la souveraineté, comme on dit que nous sommes un club de pauvres, nous ne sommes pauvres que d'esprit, parce que nous avons toujours eu peur. Nous avons côtoyé la peur, nous avons nous pensions que sans la France, nous étions esselés. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de nègres blancs qui disent que le fait de se débarrasser de la France, c'était une façon de s'isoler. Le monde entier compte combien d'États? Les Nations Unies, c'est plus de 190 États. Alors, ne pas coopérer avec la France, entre guillemets, si c'est s'isoler, il faudrait que les gens prennent leurs responsabilités. Les peuples ne sont plus d'accord pour rester dans les liens de la France. C'est ça la vérité maintenant. Alors, Madame Koumba Yarissi, on va finalement terminer par ce dernier volet, notamment qui porte sur l'actualité. Et vous le savez, depuis pratiquement 4, je pense 5 jours, il se passe des choses au Moyen-Orient avec cette attaque d'aucuns qualifient de terroriste. Oui, l'attaque de Hamas, Hamas qui a attaqué Israël. Quelle lecture globale faites-vous de cette situation? Vous savez qu'à force de mettre la pression sur les peuples, à force de leur montrer vos muscles, ils ont réussi à tourner contre la Palestine presque le monde entier. Parce que les Arabes qui soutenaient la Palestine il y a 20 ans, il y en a beaucoup
qui ne la soutiennent que du bout des lèvres. Donc, ce n'est pas surprenant. Personne ne peut accepter le terrorisme ou la vengeance ou autre chose, mais on doit desserrer l'étau autour de la Palestine. Les deux États, on en avait parlé, certains présidents américains l'ont prôné, mais en réalité, il n'y a jamais eu de volonté politique réelle du côté de Washington pour qu'il y ait les deux États. Les Palestiniens et les Juifs sont des cousins. Ce sont des cousins. Ce qui s'est passé, tout le monde le sait. Après la Deuxième Guerre mondiale, pour sauver les Juifs, mais ils ont inventé cette histoire de Bible qui disait que c'était la terre promise et tout ça. Ils pouvaient leur trouver leur partie, une partie de cette terre-là et laisser la Palestine vivre. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à ce jour, les Palestiniens ne sont pas des hommes à part entière. Ils ne sont reconnus que par quelques personnes. C'est-à-dire, vous dites que les Palestiniens ne sont pas les... C'est-à-dire ils ont été déshumanisés, C'est-à-dire qu'ils souffrent. Ils souffrent. Ils ne sont reconnus nulle part par personne. Le Hamas n'a jamais accepté de subir ce que Israël et les Américains lui font subir. Le retour de Benjamin Netanyahu devait aboutir à ce qu'on a vu. Devait aboutir à ce qu'on a vu parce que c'est le faucon d'entre les faucons. Est-ce que la Palestine et Israël vont continuer de vivre de cette façon? Des bébés qu'on a décapités. Il y a des milliers de morts aujourd'hui, des milliers de morts. Israël veut se venger. En France, quand vous suivez les débats, ça donne le tournis. À part Mélenchon et ses amis, personne n'a de compassion pour la Palestine. Le débat, il est à ce niveau. Quand est-ce que les Nations Unies vont prendre sur eux de trancher cette question? Moi, j'en doute. Et finalement, il arrivera ce qui arrivera. Le plus fort va éliminer l'autre et va occuper les territoires. Parce que des Netanyahou, il y en aura encore. Il y en aura d'autres. Il est temps qu'on humanise les relations internationales. Le diable que je connais, mes amis, etc., etc. Depuis Ben Gourion jusqu'à maintenant, c'est la même chose. Ça n'est trop. Voilà, merci Madame Koumba Ayar. Ici, je rappelle que vous êtes membre du Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP du Mali. En tout cas, merci d'avoir encore été avec nous sur Télar TV aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, vous avez compris que c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et comme d'habitude, juste vous rappeler les petits gestes qui sont mais vraiment important pour nous, pour améliorer évidemment notre référencement sur les canaux que nous utilisons pour vous informer. Et donc, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air, c'est juste en bas de cette vidéo. Partagez massivement cette émission et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.